Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode du podcast intitulé Réflexion et résonance. Comme pour les épisodes précédents, nous allons parler du parcours académique de l'invité, puis des sujets d'actualité et enfin de ses travaux de recherche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Desmet, professeur d'économie à l'Université Bourgogne-Europe, spécialiste de l'histoire de la pensée monétaire et des transformations contemporaines de la monnaie à l'ère du numérique. Ludovic, tu es auteur de nombreux articles et ouvrages sur la monnaie, de la naissance du papier-monnaie au crypto-actif. Tu as récemment co-dirigé Hayek Regard Croisé, économie, droit, politique et participé à plusieurs travaux sur les monnaies numériques de banque centrale. Tu interviens également et régulièrement dans les médias, France Culture, Le Monde, France 24, et tu as été auditionné au Sénat sur la régulation des crypto-actifs. Ensemble, nous allons revenir sur ton parcours, discuter de l'évolution de la monnaie dans nos sociétés, réfléchir aux défis éthiques et politiques posés par ces nouvelles formes de paiement. Ma première question, vous la connaissez tous aujourd'hui. Ludovic, comment ça va ? Ça va, merci. Alors on va entrer dans le vif du sujet directement. Tu as un parcours académique que beaucoup de personnes, je pense, sont curieux de connaître. Comment est-ce qu'on devient professeur d'économie ? Par quelles études est-ce qu'on peut passer ? Comment est-ce que tu t'es orienté justement vers les sciences économiques en général ? Alors, il faut un intérêt pour certaines questions, puis il faut aussi de la chance au niveau du timing pour les recrutements, etc. Alors, au niveau des thématiques, alors, ça peut paraître étrange, mais les questions monétaires m'ont toujours intéressé. Je me souviens d'un cours, alors je ne sais plus, c'était au collège, c'était en 4e ou avant ou après, mais d'une photo, la fameuse photo de la valise pleine de billets qu'un Allemand prend en 1923 pour acheter une baguette de pain. Et je crois que ça m'a toujours intrigué. Alors ça fait des années que je travaille là-dessus, mais la question des crises monétaires, du prix des choses, etc., c'était quelque chose qui me paraissait n'allant pas de soi. Donc j'ai fait un bac B, à l'époque c'était la filière économie, l'équivalent de ES plus tard. Ensuite j'ai embrayé sur quelques semaines en AES et puis j'ai bifurqué vers l'économie à l'université de Besançon. Je suis venu à Dijon pour l'équivalent du master. Et j'ai eu la chance de trouver un poste à Dijon par la suite. D'accord. La thèse de doctorat, quelle est thématique ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, la thèse de doctorat, en fait, j'avais fait un mémoire de DEA qui s'était très bien passé avec Christian Descamps, qui est ensuite devenu mon directeur de thèse. J'avais vraiment apprécié ça, donc voilà, ça me semblait à peu près cohérent, sans forcément d'ailleurs me poser la question des débouchés. C'était D'accord. vraiment le plaisir. Enfin, bien sûr qu'il y avait cet aspect-là qui jouait, mais à l'époque, on pouvait faire une thèse sans financement. J'étais surveillant en lycée. Mais en même temps, ça me changeait un petit peu d'atmosphère, disons. Et puis, alors, il n'y avait pas que des côtés positifs, mais en même temps, bon, voilà. Je savais que je voulais faire une thèse. Et plus la thèse avançait, plus je savais que c'est ce que je voulais faire. Et en plus, le fait d'être surveillant en lycée donne 2-3 ficelles pour l'enseignement qui peuvent servir plus tard. Hein. Quand on surveille des classes de 3e, il faut employer certaines techniques pour pas que la salle soit tout de suite trop bruyante ou quoi. Donc je pense que c'est pas non plus totalement inutile. Et après, j'ai eu la chance de trouver un poste ici. Donc voilà, ça s'est fait quand même assez naturellement. D'accord. Oui, c'est peut-être un petit tip que tu donnes aux auditeurs avant de se préparer à l'enseignement universitaire, passer par la case lycée, ça peut être, ça peut être assez utile. Ouais, je pense que c'est pas inutile. Oui. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le système, je précise, quand tu dis thèse sans financement, c'est sans financement dédié contractuellement, hein, c'est-à-dire que tu n'es pas été financé pour la rédaction de la thèse, mais il faut quand même gagner de l'argent, et donc faire des petits boulots à côté, Voilà. ce qui est très chronophage pour écrire la thèse, mais je n'avais pas eu de financement non plus, effectivement. Et j'ai travaillé aussi dans l'enseignement à côté, histoire de payer le loyer, comme on dit. Je reviens un petit peu en arrière de la thèse. Est-ce qu'il y a des enseignements à l'université qui t'ont marqué ? Est-ce qu'il y a ou juste des rencontres qui ont été un peu décisives dans ton parcours académique ? Oui, alors la bifurcation entre Besançon et Dijon c'est faite parce qu'on avait un cours en 2e année d'économie à Besançon qui était enseigné par André Larseneux. C'était économie monétaire et bancaire. Et là, vraiment, c'est un thème qui me plaisait beaucoup. J'ai eu des bons résultats. Et cet enseignant nous disait, si vous voulez vraiment étudier la monnaie, allez à Dijon, suivre les enseignements de Bernard Schmitt,
qui était quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, mais qui avait une théorie particulière de la monnaie et qui avait un enseignement fondamental, disons, sur les théories monétaires, avec une approche assez singulière. Et donc le fait de suivre l'enseignement de Larseneux, de vraiment de me plaire dans cet enseignement, puis le conseil qu'il nous donnait, enfin en tout cas à ceux qui aimaient ce cours-là, de partir à Dijon, j'ai suivi son conseil en fait. J'ai trouvé quelqu'un avec qui partager un appartement ici, qui avait à peu près la même démarche aussi, qui venait de Besançon. On a partagé l'appart en arrivant à Dijon. Et effectivement, Bernard Schmitt, c'était un professeur extrêmement marquant. Qui nous poussait à nous interroger, qui faisait des cours assez libres, hein, c'est-à-dire qu'il venait sans forcément de plan préétabli, etc., sur le ton de la discussion, mais qui stimulait énormément. Et quand on sortait d'un cours avec lui, généralement c'était le vendredi après-midi, voilà, ça percutait tout le week-end. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très marquant. Mais bon, il était assez âgé, il est parti en retraite, et ensuite il ne suivait pas de thèse, mais enfin, en tout cas, il n'encadrait pas de thèse, donc j'ai fait ma thèse avec un de ses anciens étudiants qui s'appelle Christian Descamps. D'accord. Alors tu parlais d'enseignement singulier. Est-ce que l'évolution de l'enseignement en économie entre le moment où tu as commencé, le moment où toi-même tu étais étudiant et la manière dont on enseigne l'économie aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé fondamentalement ou est-ce qu'il y a une ligne directrice qui a été gardée, on va dire, sur les 20 dernières années, 30 dernières années? Moi, je pense qu'il y a quand même des constantes sur certains modèles, sur la partition entre microéconomie, macroéconomie. Enfin, il y a quand même des constantes. Par contre, je pense que le gros changement, c'est quand même une ouverture à peut-être pas à l'interdisciplinaire, mais plus d'ouverture vers la sociologie, vers la comptabilité, des choses comme ça qui n'étaient pas forcément dans le domaine de l'économie, peut-être un peu d'histoire, un peu plus d'histoire. Première chose. Et puis deuxième chose aussi, c'est le contexte qui a totalement changé. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on pouvait encore avoir des théories qui s'opposaient avec un discours sur le réel qui était généralement validé par ce réel. Là, depuis quelques années, on peut dire, à partir de la crise de 2008, la crise financière de 2008, on est quand même dans le hors-piste un peu dans tous les domaines, que ce soit la politique économique, la politique monétaire. Et les modèles théoriques ont de plus en plus de mal à parler de la réalité. Et dans les derniers mois, l'arrivée de Trump au pouvoir fait que les catégories usuelles sur les bienfaits de la mondialisation, etc., sont en train d'exploser. Donc ça, c'est peut-être c'est le contexte général qui a changé. Et on est passé dans des choses qui sont, à mon avis, beaucoup moins prévisibles qu'il y a 20 ans ou 30 ans. D'accord. L'arrivée du numérique, là-dedans, ça a joué. C'est-à-dire la dématérialisation de la monnaie, la manière dont, on va y reparler tout à l'heure, mais même les grands institutionnels, les États investissent dans ce qui serait soit les technologies du numérique, soit on parlera des cryptoactifs, carrément de l'achat de Bitcoin dans la réserve fédérale. Enfin, ça a changé fondamentalement aussi la manière dont on a appréhendé la matière, on a fait de la recherche et de l'enseignement. Oui, ça c'est... Alors pour l'enseignement, il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à ces innovations dans tous les domaines, et à la notion qui revient à la mode là, de Schumpeter sur la destruction créatrice, hein, c'est-à-dire que quand on a un nouveau moyen de transport ou un nouveau moyen de communication qui arrive, on détruit les anciennes formes, ou en tout cas on a des couches qui s'accumulent, donc de ce côté-là effectivement, et puis on voit les investissements énormes qui sont faits depuis 10-15 ans dans ces domaines-là, avec aussi la transformation, enfin je pense que la grosse rupture c'est aussi la transformation de l'information. Et ce qui fait aussi d'ailleurs que ça rejaillit aussi sur l'enseignement. Alors peut-être pas trop tant sur le contenu que sur la forme qu'on a d'enseigner, parce qu'on peut être assez vite contredit, enfin il suffit d'avancer quelque chose, et puis un étudiant ou une étudiante voit exactement le contraire sur Internet ou sur un forum, etc. Et tout de suite on est confronté à ce genre de défi, disons, qui n'est pas forcément... à jauger de manière positive ou négative, mais en tout cas c'est un fait que, j'allais dire à mon époque, mais c'est vrai que ça commence à dater un peu, mais voilà, le savoir était dans les livres, dans les revues. Aujourd'hui, le savoir, il est un peu partout, alors même du contre-savoir, voire de l'obscurantisme, etc. Mais les idées sont devenues un énorme supermarché où
les étudiants, même les enseignants d'ailleurs, peuvent se servir un peu partout avec des sources extrêmement différentes. Donc il faut essayer de garder une espèce quand même de colonne vertébrale dans ce foisonnement d'informations qui vont un peu dans tous les sens. Oui, l'accès à l'information démultiplié, et puis je pense à la question des fake news. Enfin, avec Donald Trump en économie, on a dû avoir un sacré paquet de débunkage à faire, Voilà, je pense. voilà, on a quand même le concept de vérité alternative là, ou de fait alternatif nous donne Du fil à retordre. voilà, du fil à retordre et essayer de rétablir un peu. Alors je pense que c'est surtout important pour les étudiants de master et de doctorat, c'est-à-dire que je vais encore reprendre l'expression, à mon époque, nous, on avait vraiment une information qui était difficile à obtenir. Je me souviens encore de semaines parfois à attendre que des photocopies arrivent en pré-interbibliothèque parce que j'avais vu que tel article était publié dans une revue qui n'était pas dans la bibliothèque universitaire, donc il fallait faire une demande à Nanterre ou je ne sais où, et puis attendre que l'article arrive, et puis on avait les 30 pages photocopiées qui arrivaient. Bon, aujourd'hui, on les obtient immédiatement. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est qu'on a un foisonnement, et donc il faut trier dans ce foisonnement. Donc on est passé du trop peu à l'excès, et donc je pense que c'est très difficile aujourd'hui de faire son chemin là-dedans. Et donc, on va essayer de donner des guides aux doctorants ou aux étudiants de master pour essayer de ne pas trop se perdre dans cette jungle. Oui, clairement. Alors pour l'anecdote, je me souviens de ma directrice de mémoire qui avait vécu l'époque de la thèse écrite à la main et qui m'a raconté que le fameux copier-coller qu'on fait aujourd'hui, il s'était littéralement couper les pages et remettre les paragraphes les uns après les autres sur une nouvelle feuille. Donc, très difficile à visualiser pour moi, qui est globalement quasiment toujours connu l'ordinateur, je dis bien quasiment. Parce que je ne suis pas si jeune que ça. Mais dernière question sur le parcours, parce que tu disais quelque chose d'intéressant et ça fera écho à certains doctorants, je pense. Quand tu disais que tu commençais la thèse sans forcément avoir la vocation tout de suite universitaire, l'idée de l'enseignement et de la recherche, tu voulais faire une thèse parce que l'exercice te semblait intéressant et surtout le fait d'étudier comme un chercheur les thématiques monétaires était quelque chose sur lesquelles tu avais vraiment envie d'aller. À quel moment est-ce que tu t'es dit, bon là, je vais devenir enseignant-chercheur tu l'es resté depuis. Est-ce qu'il y a des choses que tu imaginais déjà faire en tant qu'enseignant-chercheur? À quel moment est-ce venu cette vocation? Je pense que véritablement, c'est le mémoire de DEA, enfin le mémoire enfin l'équivalent du master aujourd'hui, puis surtout le mémoire de DEA, où alors j'avais toujours aimé chercher des informations sur, encore une fois, la monnaie, l'histoire, etc. Mais le fait d'écrire, ce plaisir d'écrire, de reformuler des choses qui ne sont pas forcément très simples, de chercher la forme la plus adéquate pour formuler une pensée, une idée. Et vraiment, je me souviens de soirées, d'ailleurs avec des étudiants, moi j'avais des amis qui étaient plutôt en droit, d'ailleurs, je fréquentais plutôt des juristes à l'époque, et qui m'avaient montré que voilà, on a beau être en économie, il faut quand même faire un effort sur la formulation, sur rechercher des synonymes, etc. etc. C'est-à-dire, en gros, voilà, essayer de trouver une espèce de style. Et ça, je me souviens vraiment de soirées à discuter de la forme. C'était pas trop sur le fond, c'était vraiment sur la forme. Et parce que le fond, en gros, on l'avait accumulé. Mais ça, c'est vraiment ce déclic-là, c'est plutôt en DEA. Ouais. C'est comment faire passer des idées au fil des pages et comment construire une argumentation, comment construire un plan. Ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement compliqué. On a beau avoir des cours qui s'approchent de la méthodologie, etc. Mais quand on parle d'un sujet concret, il faut qu'on construise une problématique, un argumentaire, etc. Et ça m'avait vraiment rentré dans la mécanique et démonter le moteur, ça m'avait vraiment plu. Oui, oui parce qu'il y a démontrer, argumenter, mais il y a convaincre. Il faut bien convaincre le lecteur ou l'auditoire. Alors avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je pense que ces questions-là, ces débats-là vont être de moins en moins présents, parce que c'est vrai que ces fameuses discussions, si aujourd'hui, enfin dans les années à venir, si ça continue de se développer ainsi, on sait que la génération automatisée de paragraphes va avoir tendance à déléguer cet effort intellectuel à la machine. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur la recherche en économie, peut-être l'impact de l'IA, mais je pense que les gens, malheureusement, dans certains aspects, vont se poser de moins en moins cette question de la forme, parce que l'IA va être entraînée déjà à mettre les arguments dans le bon ordre avec le bon phrasé. Donc effectivement, il y aura des débats là-dessus.
Pour faire la transition avec l'actualité économique et nos futures discussions sur le sujet, tu es aussi historien de la monnaie, ce qui signifie que tu as un regard sur les crises économiques. On en a eu beaucoup, et elles reviennent, elles se répètent dans l'histoire. De manière générale, quelles leçons est-ce qu'on peut en tirer de ces cycles à la lumière de ton travail justement d'historien de la monnaie? Comment est-ce qu'on fait pour analyser ces cycles et ces phénomènes? Je pense que il y a deux choses qui sont très voisines. C'est la monnaie et la finance. C'est-à-dire que on a d'un côté la manière dont on paye, et puis la finance, c'est comment, en gros, investir pour le futur dans des activités, par exemple l'IA aujourd'hui, qui aimante beaucoup des investissements, etc. Et je suis de plus en plus persuadé que la finance, c'est la manière dont on se raconte un petit peu notre avenir. Et c'est-à-dire que dans les années 20 ou dans les années 80, on voyait une certaine forme d'avenir, on l'apercevait comme ça va être l'automobile au cours du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est plutôt tout ce qui tourne autour des data centers, etc. Et on se raconte une histoire, et à un moment donné, et c'est pour ça que les phénomènes de crise sont importants à mon avis, cette vision du futur est contrariée. J'avais trouvé une citation dans un roman de Don DeLillo qui dit que, en gros, une crise financière, c'est le futur qui vient perturber le présent. Et donc aujourd'hui, on est dans une espèce d'exubérance où d'ailleurs certains instituts de recherche tirent des signaux d'alarme parce qu'on a vraiment une surchauffe là, sur certains secteurs avec le délaissement des secteurs traditionnels vers tout ce qui est aussi moteur électrique, etc. Et peut-être qu'à un moment donné, une ou deux mauvaises nouvelles vont perturber cette vision de l'avenir qu'on a et vont venir entrer en collision et éventuellement provoquer un décrochement. Et c'est typiquement ce qui se passe en 29 où on a vraiment une euphorie mais on ne se rend pas compte qu'il y a un déséquilibre du côté des salaires, qu'il y a une surproduction, que le secteur agricole va mal, etc. Dans les années 70, alors c'est un peu plus complexe parce qu'il y a le prix des matières premières, mais voilà, on était sur une espèce d'autoroute du soleil, en gros, on allait vers la mer et le beau temps, et puis il y a un orage qui arrive et qui nous oblige à revoir notre planning des vacances. Et c'est un petit peu ça, les crises financières. C'est vraiment... c'est une fiction qu'on se raconte, alors c'est pas forcément un jugement négatif, mais à un moment donné, il faut aussi se confronter à des informations qui peuvent être déplaisantes. D'accord. C'est lié au concept, c'est là où on peut faire le lien avec le concept de bulle, bulle financière, bulle spéculative. Alors on pense à l'immobilier très souvent, mais ça, c'est lié à ça. Oui, voilà. Typiquement, une bulle, c'est quand on a une valorisation qui progresse très rapidement. On va avoir ça dans certains secteurs. Donc, ce qui est arrivé aussi depuis quelques années, c'est l'art, par exemple, y compris l'art numérique, où on a une banane scotchée à un mur qui peut valoir plusieurs millions de dollars. Voilà. Bon, on a un phénomène qui s'emballe, qu'on peut railler, qu'on peut caricaturer, etc., mais en tout cas qui existe. À un moment donné, on paye quelque chose, et est-ce que la valeur, c'est quelque chose de conventionnel ou est-ce que c'est une valeur réelle? C'est là que ça se pose, et je pense que, alors ça, là-dessus, d'ailleurs j'ai peut-être un peu oublié dans les influences, mais j'ai eu la chance juste à la fin de ma thèse de participer à un séminaire mené par Michel Aglietta et André Orléans à Paris, où justement le sens de leurs travaux, c'est vraiment que la valeur est conventionnelle. À un moment donné, on donne telle valeur à telle marchandise ou à telle œuvre d'art, mais ça peut très bien être mis en cause pour tout un tas d'événements qui vont venir perturber cette évaluation. Alors, en lien très indirect, parce que j'ai vu l'information ce matin d'un astéroïde qui passait pas loin, mais qui apparemment détient suffisamment d'or pour nous rendre tous millionnaires. Mais bon, par défaut, si c'est le cas, personne ne l'est. Voilà, par définition, la valeur de l'or qui a atteint les plus hauts sommets là récemment. L'once d'or. C'est la fameuse réserve de valeur. Ouais. On en reparlera tout à l'heure sur d'ailleurs d'autres aspects. Alors justement, par rapport à ces phénomènes-là et le fait qu'on a des cycles de crise, on a les autorités. Alors l'État, c'est toujours un peu le gros acteur, mais aujourd'hui, on a des institutions, on va dire même, on prend les institutions européennes ou les autorités de contrôle, qui vont essayer d'avoir ce rôle de régulateur et d'intervenir. Et donc l'objet de ce podcast, c'est aussi de parler de numérique, justement. Et l'objet phare en ce moment qui fait l'objet des débats sur la régulation économique, c'est les monnaies numériques de banque centrale.
Quel regard portes-tu sur celle-ci? Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur ce que c'est concrètement les monnaies numériques de banque centrale et pourquoi est-ce qu'on a cette idée-là pour une banque centrale? Quel est son rôle traditionnel et pourquoi est-ce qu'elle veut une monnaie numérique? Alors, la Banque centrale, c'est, si on voit l'édifice des paiements comme une espèce de pyramide, c'est ce qui est au sommet de la pyramide. Et puis nous, en bas, on s'échange des biens, des services avec généralement une monnaie qui fonctionne, en tout cas dans les pays occidentaux depuis quelques dizaines d'années. Ça ne fonctionne pas trop mal. On n'a pas de grosses crises hyper inflationnistes et on n'a pas besoin de millions d'euros pour acheter une baguette, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres pays aujourd'hui. Par exemple, au Venezuela, on a une situation hyper inflationniste, mais voilà, chez nous, c'est à peu près stabilisé. Et donc, la Banque centrale, c'est ce qui vient au sommet de la pyramide et en gros, qui distribue les bons, les mauvais points, qui donne les agréments aux institutions commerciales pour gérer notre monnaie, les banques commerciales, etc., etc. Et délivre les agréments et surveille la bonne fin des paiements. Et ce qui se passe depuis quelques années avec cette accélération technologique, c'est qu'on a des monnaies alternatives, on va dire, qui sont apparues dans le schéma, surtout depuis l'arrivée du Bitcoin fin 2008, début 2009, et qui permettent de faire des paiements en direct, de pair à pair, comme on dit, sans passer par une institution qui serait surveillée, type banque commerciale ou même banque centrale. Donc on supprime ce qu'on appelle le tiers de confiance. On fait du bilatéral. Et donc on a un foisonnement de ce côté-là qui prend depuis une quinzaine d'années, justement au moment de la crise de 2008, parce qu'il y avait une espèce de prévention par rapport aux banques commerciales qui avaient eu surtout aux États-Unis, des comportements délictueux, enfin en tout cas très acrobatiques. Bon, bref, il y a une remise en cause des institutions traditionnelles. Et donc les banques centrales sont en train de se faire expulser encore une fois de leur terrain traditionnel, c'est-à-dire que, voilà, au-delà des billets en euros, est-ce que dans 15 ans, on aura encore besoin d'une banque centrale? C'est la question qui se pose. Et puisqu'elles se font exclure de ce terrain-là, il faut qu'elles réinvestissent. Et donc, elles vont essayer d'aller sur le terrain numérique. Alors, bon, elles y sont déjà, mais de manière très technique, c'est-à-dire que les paiements aujourd'hui entre le LCL, la Société Générale, est en gros gérés par la Banque de France et donc par la Banque Centrale Européenne de manière numérique. Mais nous, voilà, on sait très bien que quand on paye avec une carte de crédit, quelque part, il y a la bonne fin du transfert qui se fait, mais on n'a pas accès à une monnaie numérique en euros gérée par la BCE. Et ce que veut faire la BCE, comme d'autres banques centrales dans le monde ailleurs, c'est justement nous proposer une espèce de terminal de paiement qui nous maintiendrait dans cette orbite et ne nous rendrait pas totalement dépendants, soit d'un côté des bitcoins, Ethereum, etc., soit de l'autre côté d'autres prestataires de services type Visa, American Express ou Mastercard qui sont des institutions de paiement, mais qui sont toutes américaines et donc non européennes. D'accord. Et l'euro numérique qui serait alors il y a plusieurs conceptions, mais dans la conception la plus probable, ce sera un euro numérique qui serait directement transmis aux citoyens dans des portefeuilles dédiés pour qu'ils puissent l'utiliser. Et dans ce contexte, si on comprend bien l'idée, les banques commerciales, elles ont un peu peur de ce concept. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un petit peu économiquement pourquoi est-ce qu'une banque commerciale, elle aura un intérêt très relatif à ce que l'euro numérique arrive? Qu'est-ce qui lui fait peur? Oui, elles ont un peu peur elles-mêmes. Enfin, on a vraiment un jeu de position, c'est-à-dire on a des entrepreneurs privés, des plateformes, etc., qui sont en grande partie américaines, puisqu'aujourd'hui on a par exemple un stablecoin en euros, mais qui est géré par Circle, qui est une société américaine cotée à la bourse new-yorkaise. On a de l'autre côté des monnaies, elles, qui ne sont pas émises par des sociétés, mais qui sont gérées par des algorithmes type Bitcoin, etc. On a Société Générale, LCL, qui aussi craignent d'être expulsées du terrain du numérique. Et on a la BCE. Et donc, ça devient un terrain miné. Et donc, chaque mouvement d'une de ces quatre parties, en gros, va influencer le comportement des autres. Et donc, si la BCE monte en puissance sur le terrain numérique, la BNP ou la Société Générale a peur de se faire expulser. Et la peur, c'est que si on nous donne le choix entre déposer 10 000 euros au LCL ou 10 000 euros à la BCE, on va plutôt avoir tendance à choisir la BCE parce qu'on considère qu'elle est plus solide, disons, puisqu'elle est l'héritière des banques centrales nationales. Et donc, le gros enjeu entre les banques commerciales et les banques centrales aujourd'hui, c'est de dire, voilà,
on va imposer un plafond, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas déposer trop d'argent auprès de la Banque centrale, si jamais l'euro numérique se fait, mais ce n'est pas encore gagné, puisque le Parlement européen doit se prononcer là-dessus. Et il y a des enjeux techniques, mais il y a surtout des enjeux politiques derrière. Et donc, les banques commerciales ne sont pas prêtes non plus à totalement laisser les banques centrales occuper le terrain. Et donc, on a vraiment des enjeux de position avec une espèce de... Voilà, on parlait d'histoire tout à l'heure, on est en pleine féodalité où on a des principautés ou des petits royaumes là, qui essayent d'émettre la monnaie qui va supplanter celle du concurrent. Oui, c'est une concurrence entre émetteurs aujourd'hui de la Voilà. monnaie. Les banques commerciales, concrètement, elles ont peur qu'on retire tous notre argent, elles n'ont plus de liquidité, qu'on convertisse ça en euros numériques, ou d'ailleurs dans d'autres formes. Alors, pour faire la transition sur les stablecoins que tu mentionnais juste avant, à l'inverse, Donald Trump lui a arrêté les projets de monnaie numérique de banque centrale en faveur des fameux stablecoins. Alors stablecoin, jeton stable, traduction, c'est-à-dire un cryptoactif qui fonctionne par le biais de la technologie blockchain et qui a pour particularité de toujours valoir une unité de cryptoactif vaut une unité d'une monnaie légale, donc souvent le dollar à 99% à peu près, ou en euros, exceptionnellement ça peut arriver, un stablecoin euro. Quelle était la démarche économiquement, pourquoi Donald Trump vient arrêter le projet de monnaie numérique de banque centrale? Pourquoi est-ce qu'il favorise le stablecoin? J'ai entendu le terme de dollarisation numérique, dollarisation des paiements de manière générale. Et là, on aurait un retour de cette dollarisation, c'est bien ça? Alors, le stablecoin, l'idée, c'est de stabiliser, comme son nom l'indique, le monde crypto. C'est-à-dire que d'un côté, on a des cryptos qui ont un cours qui est plutôt à la hausse aujourd'hui, type Bitcoin, Ethereum, et de proposer, ça c'est en 2014, on a une société qui s'appelle Tether qui dit, bah tiens, moi je vais en gros distribuer un jeton qui va permettre de rentrer dans le monde crypto. Et donc, un Tether, un USDT sera égal à $1, un vrai dollar, on va dire, un dollar émis par la Banque centrale américaine. Bon, pour ce faire, Tether se transforme en quelque sorte en banque, parce qu'il est obligé d'acheter des vrais dollars, on va dire, pour émettre sa crypto. Et ça donne le droit à ses acheteurs de ne pas payer de commission lorsqu'ils vont acheter des bitcoins ou qu'ils vont spéculer sur tel ou tel actif lié aux crypto. On a ce premier portail, en quelque sorte, vers le monde crypto. Et puis on a un deuxième portail aussi, qui est ensuite utilisé par d'autres acteurs qui, eux, veulent faire des virements transnationaux, souvent des pays émergents vers d'autres pays émergents, ou alors des émigrants qui renvoient des fonds vers chez eux, qui jusqu'à présent étaient obligés de passer par des plateformes payantes type master, etc., et qui passent par ce stablecoin qui leur permet de faire des virements automatisés quasiment et sans frais de transmission. Donc on a là aussi une ouverture à la concurrence là, de ces stablecoins. Alors, pourquoi Trump a décidé de mettre fin aux stablecoins publics, on va dire, qui étaient entrevus par la Fed, et de laisser les stablecoins privés? Parce que, en gros, alors ça c'est dû à un des courants qui appuie la présidence Trump, c'est plutôt libertarien, en disant, voilà, la puissance publique n'est pas forcément légitime pour rentrer sur ce terrain-là, sur ce nouveau terrain. On va laisser des entrepreneurs privés proposer leur monnaie, on va dire, leur crypto-monnaie, et puis c'est la meilleure qui gagnera. Ça réduit aussi le coût de la régulation, parce que concrètement, ça devient très compliqué de réguler ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Genius Act. À chaque fois, il y a un sens de la formule. La loi géniale, on va dire, de cet été qui ouvre ce terrain-là à tous les entrepreneurs privés qui le vont. Mais on ouvre aussi la boîte de Pandore. C'est-à-dire que si on abaisse la régulation de ce côté-là, on a eu d'ailleurs l'exemple très récemment, là, début octobre, on a des stablecoins qui peuvent décrocher parce qu'eux-mêmes sont gagés sur des actifs qui sont instables. Et donc, on peut avoir des stablecoins qui ne sont pas stables. Et là, ça commence à tanguer. On en revient à une décision qui a été prise par Nixon en 1971, qui avait été de décrocher le dollar de l'or, et on en revient toujours à ça. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de réinventer un or numérique, il n'est pas aussi stable que l'or physique. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on parle de... est-ce que c'est une stratégie pour faire en sorte que le dollar il regagne sa position originelle? Parce que si je comprends bien, le dollar, depuis la fin des accords de Bretton Woods, justement, le dollar a quand même pris une
c'est devenu la monnaie mondiale, mais depuis quelque temps, on a eu effectivement un détachement des pays dans le monde par rapport au dollar. Ils voulaient que les échanges internationaux ne se fassent plus forcément en dollars. Et ça, est-ce que c'est une stratégie de Trump aussi pour faire en sorte que le dollar il regagne de la puissance? Voilà, parce que si on demande de l'USDT, donc proposé par Tether ou d'autres stablecoins, ces sociétés ont en principe l'obligation d'acheter des bons du Trésor américain. Ah, Et donc, c'est une obligation. cette demande de Tether, du Circle, qui n'a rien à voir a priori avec la politique économique américaine, finalement, fait une espèce d'appel d'air vers des bons du Trésor américains qui ont eu tendance à devenir beaucoup moins intéressants depuis les revirements au niveau de la politique commerciale, et ça fait une demande automatique. Et donc on croit acheter du Tether, et finalement on achète du bon du Trésor américain, puisque le stablecoin, encore une logique quasiment bancaire, où quand on émet un nouveau Tether, on est obligé d'acheter un titre sur lequel on va s'adosser. Et généralement ce titre est constitué de bons du Trésor américain. Et donc ça fait une espèce de planche à billets numérique, hein, une demande automatisée, crypto, mais qui se transforme en outil de financement de la dette américaine. D'où la crainte des régulateurs européens dernièrement sur les stablecoins doubles à la fois émis en dollars et en euros. Et on se pose la question actuellement, est-ce qu'on n'irait pas enlever les agréments ou les empêcher effectivement de faire cette dualité. Alors, il y a beaucoup d'évolutions technologiques récemment, enfin au cours des 20 dernières années, la blockchain, les technologies quantiques, l'intelligence artificielle très récemment. Est-ce qu'au regard de toutes ces évolutions-là, est-ce que tu penses que les économistes ils doivent repenser leur modèle monétaire? Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce qu'il y a déjà des travaux sur le sujet? Est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs en boucle des 100 dernières années? Bah, ça devient assez compliqué là, depuis en fait, il y a une date qui est très marquante, c'est vraiment, on en revient toujours à ça, c'est la crise financière 2008, parce que ça donne naissance justement au Bitcoin, qui est une espèce de réponse à un niveau au début quasiment invisible, mais qui aujourd'hui, un Bitcoin vaut plus de 100 000 $. Mais 2008 aussi, c'est le moment où on est rentré dans ce qu'on appelle les politiques monétaires accommodantes, et en fait la politique monétaire traditionnelle qui voulait qu'on joue sur les taux d'intérêt. Et ça, c'était le cas depuis des dizaines d'années. Et donc, on répétait à peu près toujours les mêmes modèles en cours, hein, en disant, voilà, si on veut qu'il y ait plus de monnaie dans l'économie, on baisse les taux d'intérêt, ou si on veut qu'il y en ait moins, on augmente le prix de l'argent, hein, qui est le taux d'intérêt. À partir de 2009-2010, les banques centrales ont eu des taux d'intérêt nuls. Et donc, à partir du moment où vous avez un taux d'intérêt nul, vous avez votre levier de vitesse qui ne fonctionne plus, hein, c'est-à-dire que l'outil traditionnel, il est neutralisé, il faut trouver autre chose pour agir sur la masse monétaire et sur la politique monétaire. Et donc on a commencé à jouer sur les masses, justement, et sur les achats directs des banques centrales, alors que, en tout cas en Europe, elles n'avaient pas le droit d'acheter la dette publique. Et donc on est sorti totalement des clous, en gros, pour aller vite, entre 2010 et 2021-2022, au moment où l'inflation ressurgit. Mais dans l'histoire très longue de la finance, on n'avait jamais connu une période aussi longue que ces taux d'intérêt nuls. On l'enseignait il y a très longtemps, enfin on l'enseigne encore je pense, mais on appelait ça le cas théorique de Keynes qui s'appelait la trappe à liquidité, c'est-à-dire qu'on n'a plus de levier monétaire. Et c'était un cas totalement théorique, on disait voilà, Keynes en a parlé dans les années 30, mais ça n'est jamais arrivé. Et on est tombé en pleine trappe à liquidité à partir de 2010. Alors aujourd'hui, on est revenu vers la normalité, mais une normalité où les banques centrales n'ont plus à gérer ce taux d'intérêt nul, ou en tout cas à négocier avec ce taux d'intérêt nul, mais doivent négocier avec de nouveaux interlocuteurs que sont ces nouvelles plateformes numériques. Donc à chaque période, on a une remise en question des modèles traditionnels. C'est vrai que l'État, parce que tu disais la vision de Trump qui était de dire que très libertarien, l'État, on le délègue de cette fonction, il ne remplit plus cette fonction-là. Mais alors, de mémoire, dans les cours d'économie, la gestion de la monnaie, rarement fait débat sur, enfin en tout cas à l'époque contemporaine, ça a rarement fait débat sur le fait que c'était du rôle de l'État, en tout cas de la puissance publique. Donc là, on a quand même aujourd'hui déjà, sans concertation, on va dire, des visions qui tentent à enlever à l'État une partie de ses prérogatives, ou lui enlever même totalement sur certains aspects, en sachant que les banques centrales ne fonctionnent pas exactement de la même manière déjà sur les continents. Donc, est-ce que, un des intérêts de la blockchain, c'était de montrer, comme tu l'avais souligné, qu'on peut faire du transfert de pair à pair. Mais donc là, c'est la question du transfert.
Mais on avait aussi la question de la création. Est-ce qu'il y a un monde où la question de la confiance, l'État sur la création monétaire, il l'a complètement perdu. Et on s'est dit, on va soit déléguer ça à des acteurs privés, soit à la technologie. Est-ce qu'on dit la technologie va supprimer le tiers de confiance et nous permettre de tous utiliser la monnaie ou la créer de manière plus vertueuse? Alors, bon, cet objet, la crypto, est très intéressant parce que ça commence effectivement comme moyen de paiement. C'est en train de se transformer quand même avec l'irruption des fonds type BlackRock, etc., qui investissent maintenant des centaines de milliards de dollars dans la crypto. C'est devenu clairement un outil de gestion de portefeuille, on va dire, et a été en quelque sorte transformé en outil spéculatif. Pas que, mais beaucoup quand même, on va dire. Et aujourd'hui, enfin, Trump est présent, sans être obsédé par Trump, il est présent dans tous les domaines, parce qu'au niveau de la régulation, mais aussi au niveau tu parlais de confiance, mais de l'incertitude qui règne quand même depuis maintenant quasiment un an, au niveau des politiques économiques, au niveau des relations économiques internationales, à plein de niveaux. Et il a, comment dire, boosté la demande pour des réserves de valeur. Alors la réserve de valeur suprême, en quelque sorte, c'est l'or, donc il y a un effet Trump, il y a un effet incertitude dû à Trump sur le cours de l'or qui s'envole, et aussi sur des cryptos qui, aujourd'hui, sont quasiment corrélés à l'or, type Bitcoin, Ethereum, etc. Et donc, il crée de l'incertitude, et en créant de l'incertitude, il booste le cours de certaines cryptos, parce qu'il faut se préserver, en quelque sorte, de cette incertitude. Donc, on a cette question-là, et après, sur la politique monétaire traditionnelle, c'est là que on bute sur certains problèmes de la pensée trumpienne, on va dire, c'est qu'il veut remettre en même temps la main sur la Banque centrale côté taux d'intérêt. Parce qu'on a bien vu sur ces critiques réitérées vis-à-vis de Powell, qui est le gouverneur de la Fed, il aimerait bien quand même remettre la main sur la manette qui commande les taux d'intérêt pour les baisser, parce qu'il considère que Powell fixe des taux d'intérêt trop élevés, etc. Et en baissant les taux d'intérêt, déjà il rendrait le financement américain de la dette publique américaine moins cher, et puis surtout il pourrait booster l'investissement privé. Donc on a cette espèce de schizophrénie, on délègue tout ce qui est monétaire, en gros, au secteur privé, aux plateformes, etc. Mais en même temps, on remet la main sur le levier taux d'intérêt. Alors c'est vrai que Trump, il a un rapport très, très particulier aux cryptoactifs, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent grâce à ça, il manipule, on peut le dire très clairement, il utilise la puissance publique pour s'enrichir. Et dernièrement, on a eu un gros crash vendredi des cryptoactifs, avec quelques soupçons de manipulation de marché, délit d'initié, des gros ordres à la baisse, juste avant sa fameuse annonce, parce qu'il aime bien la guerre économique avec la Chine, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, mais qui crée des petites tensions économiques. Pour revenir plus précisément sur tes thématiques de recherche, concrètement, si on devait résumer comment l'histoire peut éclairer le présent pour lancer la thématique, tes recherches elles s'inscrivent à la croisée de l'histoire économique, de la théorie monétaire et du numérique justement. Comment est-ce que tu articules ces trois dimensions-là, ta démarche de recherche, à la fois en tant qu'économiste, historien, et puis que tu t'intéresses énormément aux nouvelles technologies? Comment est-ce que tu articules tout ça? La monnaie, c'est quelque chose qui me semble et se prête assez bien à l'exercice historique parce qu'en fait, on est plongé dans des phénomènes qui concernent la société dans son entier. C'est-à-dire que, contrairement à des marchés qui sont restreints, type on peut étudier le marché de l'automobile à partir d'un échantillon, etc. C'est très difficile de faire ça avec la monnaie. C'est-à-dire que la monnaie, soit tout le monde est concerné, soit il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui sont concernées. Et regardez ce qui s'est passé dans l'histoire, regardez les crises ou au contraire les situations où ça ne se passe pas trop mal, nous apprend, et d'ailleurs les banques centrales sont les premières à financer de la recherche du côté de l'histoire monétaire, parce que ce qui s'est passé dans les années 70, voire dans les années 30, voire même au 18e ou au 17e, aujourd'hui, par exemple, ce qui est assez fascinant sur les stablecoins, c'est qu'avec un collègue avec lequel je travaille depuis longtemps, Jérôme Blanc de Sciences Po Lyon, on a fait un article il n'y a pas longtemps sur les premières banques, les premières banques en Europe, les premières banques commerciales aux alentours du 16e, 17e, où on se demandait ce qu'on allait mettre du côté actif.
Donc ça, on a des débats là-dessus dans les années 1600, 1700, etc. Et aujourd'hui, on a beau être dans une période numérique, etc., on en revient avec les stablecoins à la même question, qu'est-ce qu'on met du côté de notre actif? Et la société Tether, dont on parlait tout à l'heure, est en train d'acheter de l'or, est en train d'acheter des terres, exactement de la même manière, enfin, ou en tout cas de manière assez similaire à ce qui se passait au XVIIe siècle. Et donc, on a cette logique financière et monétaire qui, quand même, provoque des échos à chaque période, avec, bien sûr, des problématiques nouvelles, avec l'irruption du numérique. Mais fondamentalement, la monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est une écriture. Et donc, qu'on l'écrive de manière numérique, ou qu'on l'écrive sur des parchemins, ou qu'on l'écrive à la plume doigt, on veut que notre paiement se passe de la manière la plus efficace possible. Et donc, il faut essayer de suivre. Et il me semble que ces phénomènes d'écho peuvent nous éclairer sur, alors pas forcément sur le futur, mais en tout cas sur ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ce qu'on change, c'est le vecteur, c'est le véhicule Voilà. de la monnaie. Voilà. Et là, fondamentalement, elle reste quelque chose d'immanent et de non palpable. Et c'est pas parce qu'on passe au jeton numérique que d'un coup, la monnaie est devenue non palpable. Elle l'a globalement toujours été. Et dans ces conditions-là, quelle est ton approche de la recherche interdisciplinaire? Alors, parce qu'on vient de finir un colloque entre économistes, juristes et sociologues. Donc, voilà, on était dedans. Comment est-ce que ça s'inscrit concrètement, cette recherche interdisciplinaire, dans tes travaux sur la monnaie? Parce qu'il me semble que voilà, c'est la manière dont on peut l'appréhender, mais je reviens à ce séminaire à Glietta Orléans, où justement, tout jeune maître de camp, je voyais des anthropologues qui revenaient de Papouasie et qui nous expliquaient comment on pouvait payer, alors avec des instruments qui ne ressemblent pas du tout à ceux qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui allaient même jusqu'à des os ou des dents, etc. Mais en tout cas, voilà. Et puis, 15 jours après, c'était la monnaie chez les Incas avec un historien. Et puis, et 15 jours plus tard, c'était Aglietta qui parlait de la politique de la BCE, parce que c'était au moment de la mise en place de l'euro. Donc, ça, c'est quelque chose qui, à chaque fois que je reprenais le train pour revenir à Dijon le soir après le séminaire, qui me fascinait, c'est-à-dire cette pluralité des dimensions. On doit arrêter, non? Donc, voilà, faire dialoguer des historiens, voire des philosophes, des sociologues, des anthropologues, etc., c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire que la monnaie, c'est quelque chose que tout le monde connaît sous une forme ou sous une autre, et qui va traverser les périodes, et aussi les continents, et qui va prendre des formes extrêmement diverses. D'accord. Alors, le métier d'enseignant-chercheur, il est, je vais dire, assez peu connu, dans le sens où c'est vrai que la plupart du temps, quand on demande à quelqu'un qui fait de la recherche en dehors, j'allais dire, de la physique quantique ou des mathématiques, la question c'est quelle est la diversité des actions qu'on peut accomplir dans une seule année, ou dans une carrière. Et j'aimerais qu'on parle juste d'une de tes interventions un peu atypiques, si je puis dire, ou même deux d'ailleurs. Tu as récemment participé à une série Arte et à l'élaboration d'une exposition au musée Citeco sur l'histoire de la monnaie. Comment est-ce que tu appréhendes ces exercices-là, leur intérêt aussi par rapport à ta discipline et à la manière dont tu enseignes et tu fais de la recherche, et le contenu évidemment de ces manifestations? Alors, voilà, c'est quelque chose qui nous sort un peu de notre zone de confort, parce que généralement, voilà, quand on fait un cours ou un colloque, on va parler quand même à soit des étudiants, soit des collègues qui ont une idée de la manière dont on va aborder la question, qui ont un cursus antérieur. Voilà, on a un titre, on a un format qui est codifié, alors que quand on s'adresse à des gens qui conçoivent une exposition qui est destinée à être très pédagogique et à s'adresser à tout type de public et pas à des initiés. Généralement, on parle à des initiés à l'université, même si cette initiation est pas forcément très aboutie. C'est quand même, en gros, on va parler soit à des collègues, soit à des étudiants qui ont au minimum le bac, donc qui ont quand même une certaine conscience de ce dont il va être question, alors que si on est confronté à un documentariste qui appréhende le format télévision ou à
un spectateur dans un musée, on va élargir largement le panel. Et donc, il va falloir sortir de notre vocabulaire un peu codifié. Il va falloir peut-être penser en termes d'image. Il va falloir revenir plusieurs fois. Alors ça, c'est plutôt le travail de celui qui conçoit le documentaire ou celui qui conçoit l'exposition. Mais on va être amené à reformuler parfois 3, 4, 5 fois une idée qui nous paraissait assez simple, mais parce qu'on parlait à des initiés. Alors que là, il faut sortir de ce terrain-là. Et donc, voilà, ça peut être quasiment plus difficile que de construire un cours ou une intervention dans un colloque, mais ça me semble être intéressant. Et je pense qu'il y a une demande sociale de ce côté-là, parce que, voilà, parler de la monnaie aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du Bitcoin, tout le monde a entendu parler de l'euro numérique, et donc c'est quelque chose qui, socialement, il y a une demande de ce côté-là. Donc c'est aussi agréable de travailler sur un objet qui amène des questions grand public, on va dire. D'accord. Et est-ce que ça permet aussi l'idée d'une meilleure diffusion de ces questions-là, enfin de ces réponses, je dirais plutôt, dans le sens où plus on acculture les gens à ces thématiques-là, la thématique de la monnaie, elle est quand même essentielle. J'aime bien prendre un exemple, c'est chaque fois on dit oui, en cas de crise, s'il y a une crise, c'est la banqueroute pour les banques, les gens vont retirer leur argent des banques, mais la plupart des gens, quand ils prennent cet exemple-là, à mon sens, ils ne comprennent pas ce que ça signifie concrètement, c'est retirer son argent. Quel est le sens? Est-ce que tu penses que ces exercices des enseignants-chercheurs, ça participe à une acculturation nécessaire des citoyens sur ces thématiques-là? Oui, il faut. On parle des mystères de la monnaie depuis longtemps, ou il y a aussi le mythe de l'or de la Banque de France. Bon, il existe, hein. La Banque de France est une des banques centrales qui a le plus d'or dans ses coffres encore aujourd'hui. Mais, alors on oubliait tout à l'heure dans les tensions aussi sur ce qui explique aussi le prix de l'or, c'est qu'on a des banques centrales, dont la Banque centrale de Pologne, etc., qui achètent aussi beaucoup d'or. Et on a même eu une petite note de la BCE qui, très récemment, incitait quand même les gens à garder quand même un petit matelas de billets, parce que si une énorme panne technologique ou voire électrique touche une partie de l'Europe. En Finlande, par exemple, aujourd'hui, il y a quand même une... Alors, c'est pas un run, mais en tout cas, il y a une forte demande de monnaie manuelle, de monnaie fiduciaire, parce qu'on ne sait jamais si le grand voisin un peu menaçant se fait de plus en plus pressant, il va falloir continuer à manger. Ouais. Et donc, c'est des questions voilà, qui sont très basiques, mais effectivement, qu'il faut aussi un peu débusquer. Mais on voit que les situations de tension comme ça amènent une curiosité, mais une curiosité aussi très intéressée de ce côté-là. Et comment vont faire les pays qui ont complètement supprimé la monnaie pièces et billets? Ah bah oui, ça c'est un problème. Je pense qu'il va falloir quand même s'interroger sur cette question-là. Bon, alors... Voilà, c'est toujours dans le scénario du pire qu'on se pose ce genre de questions. Mais, qui peut arriver. Mais voilà. Par défaut. Surtout en ce moment en Europe, on est un petit peu tendu avec certains voisins. J'aimerais revenir sur une dernière question sur tes recherches, sur un de tes travaux en cours de route, une analyse comparative entre deux situations économiques, la situation économique des années 1920 et celle de 2020. Quelles similarités y vois-tu? Pourquoi ces deux périodes? Est-ce que tu les compares? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors ça c'est pareil, ça croise l'histoire des théories et puis l'histoire des faits, parce que dans les années 20 et dans les années 30, on a énormément d'auteurs importants, alors un peu dans tous les camps d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure tu citais un ouvrage sur Hayek, donc Hayek commence à émerger dans les années 20, dans les années 30, et d'ailleurs il est célèbre à cette période-là parce que c'est un des rares à avoir étudié la conjoncture américaine avant 1929 et à dire attention, on va vers la crise. Et de l'autre côté, il y a Keynes, on a aussi Schumpeter, donc on a des grands penseurs qui sont justement confrontés à une situation extraordinaire, à cette crise de 29 qui était totalement inattendue, a priori, à part par Hayek qui avait dit attention, c'est en train d'exploser, mais même Keynes l'a très bien analysé après coup, mais avant coup était passé un petit peu à côté. Bon, bref, on ne peut pas l'accuser de ça. Et donc, on a une situation financière très compliquée, on a une récession, on a du chômage de masse. C'est la première fois qu'on étudie aussi ces thèmes-là dans les années 20. Et on a des monnaies qui fluctuent, et puis aussi des scandales financiers, des scandales monétaires, avec des phénomènes de planche à billets, avec des banques centrales aussi qui sont plus ou moins
acrobatiques dans leur politique monétaire. Et il me semble qu'il y a vraiment des échos avec ce qu'on peut vivre un siècle plus tard. Alors, ce qui nous manque peut-être, c'est vraiment des penseurs du calibre de Keynes, de Hayek ou de Schumpeter, en tout cas pour l'instant. Mais puisqu'on a une science économique qui est allée vers la spécialisation, un peu comme tous les domaines d'ailleurs, avec des gens qui vont être spécialisés sur un thème, mais pas des penseurs, on va dire, qui arrivent à balayer l'ensemble du champ de la discipline. Et la question monétaire et financière qui revient au cœur du problème, avec, on va dire, des fuites un peu et une difficulté à gérer la monnaie et la finance et des populations qui deviennent extrêmement nerveuses. Des situations d'hyperinflation, des situations de bulles et de crash. Et donc, il me semble que là, on a des échos sur pas mal de points, sans vouloir dire que les années 1920 nous expliquent totalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais on a quand même... Alors, on a aussi des gens qui sont extrêmement optimistes, c'est-à-dire que Keynes pense que dans un siècle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaillera 3 ou 4 heures par jour et que la situation de l'emploi aura été définitivement réglée, ou du chômage plutôt. C'est visionnaire. Voilà. Mais est-ce qu'on voit beaucoup de similitudes, est-ce que l'arrivée des nouvelles technologies peut invalider les comparaisons, ou est-ce qu'au contraire, ça peut au contraire les renforcer, ou même, j'ai envie de dire, est-ce que la technologie, je prends l'exemple des cryptoactifs ou des nouvelles technologies d'enregistrement de l'information, même de l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut au contraire servir de solution à des problèmes qui se répètent, par exemple ? Est-ce que ma question c'est concrètement, est-ce que les nouvelles technologies elles changent quelque chose à l'analyse ? Est-ce qu'elles perturbent l'analyse, ou au contraire elles ont tendance à conforter ce que tu compares ? Je pense qu'on a à peu près le même phénomène, alors de manière quand même moins brutale, on va dire, parce que on a peu de gens qui pouvaient pressentir ce qui allait arriver du côté intelligence artificielle il y a 10 ans, mais en tout cas pour ce qui est de la gestion de la monnaie, de la finance, je pense que la généralisation du compte en banque, en France, on n'a pas de loi bancaire de loi bancaire stricte avant 1941. Et donc, on est un peu dans, on va dire, ça se rapproche un peu du monde des plateformes aujourd'hui. Je parle des plateformes de paiement, puis même de plateformes en général, mais le fait qu'on a énormément aussi de feuilles de chou, de journaux qui sont à la fois des journaux à scandale et puis qui essayent de vendre des investissements qui vont rendre sans problème, qui vont avoir des rendements hallucinants, etc. Enfin, il y a des films là-dessus, l'affaire Stavisky en France, l'affaire Martano, etc., où on a vraiment une conjonction entre un petit business prospère et puis scandale, feuilles de chou, etc., rumeurs. Et donc, je pense que la dissémination du papier et le numérique aujourd'hui, on a quand même des échos. D'accord. Deux dernières questions pour finir, des questions d'ouverture. Tu as en face de toi un étudiant qui aimerait, alors sans avoir le même parcours que toi, mais disons qu'il aimerait s'intéresser, il commence ses études, il s'intéresse fortement aux questions monétaires, à l'histoire de la pensée économique, il aimerait s'orienter vers ça, imaginons même enseignant-chercheur ou juste s'il désirait faire des recherches sur le sujet. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire concrètement ? Vers quelles études s'orienter ? Quelle démarche active il devrait avoir ? Parce que la situation a bien changé, comme tu l'as dit, avec la question de l'ouverture des connaissances. Aujourd'hui, on a un trop-plein. Et avec l'IA, on serait vite tenté de poser des questions, par exemple à notre outil favori, sur ces questions-là, qui pourra nous régurgiter une bouillie parfois cohérente, parfois incohérente. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ? Et même limite de ne pas faire, typiquement, avec l'intelligence artificielle au hasard. Moi, je pense que le droit à la déconnexion serait quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être s'imposer cet exercice-là de temps en temps, aller travailler en bibliothèque ou en tout cas de couper sa messagerie. Alors, c'est difficile, on est tous soumis à ce nouveau rythme-là, mais de temps en temps, si on veut vraiment comprendre quelque chose d'un peu complexe ou quoi, il ne faut pas hésiter alors pas forcément en revenant à un vieux grimoire, mais au moins travailler sur un document éventuellement numérique, mais en coupant un petit peu l'afflux de données et essayer de se déconnecter un peu du flux continu, que ce soit des informations de tout style dont on est bombardé, et passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin le temps nécessaire pour vraiment essayer d'avoir une pensée un peu originale sur une question, parce que c'est le but de la thèse, c'est le but du mémoire, c'est quand même
de construire une argumentation originale. Et c'est pas de régurgiter et de simplement moissonner le plus de données possible. La thèse, par cet aspect, c'est peut-être un des derniers formats qui permet vraiment à un chercheur de consacrer son temps plein. C'est quasi 24 heures, même si évidemment il faut dormir, mais c'est quasi 24 heures à un sujet déterminé. C'est vrai que quand on a quitté la thèse, je pense que ça a fait le même effet, c'est cette idée de dire, bon bah maintenant je me retrouve dans un flot constant d'interaction et de sollicitations, pas plus travailler sur un temps long sur un sujet en particulier, ce qui peut être assez frustrant au demeurant. Donc la solution, c'est faites une thèse. Si vous voulez travailler. Mais effectivement, arrêter ces sursollicitations. Ne serait-ce que couper son téléphone, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je devrais le refaire, effectivement, c'est une bonne idée. Toute dernière question, est-ce que tu aurais un ouvrage à recommander? En fonction du public, je pense aux étudiants qui pourraient regarder ce podcast, mais de manière générale, est-ce que tu as un ouvrage qui est suffisamment marquant pour un incontournable de la lecture? En Alors, économie, ouais. dans mon domaine, alors j'allais dire assez accessible. Je pense que la lecture de l'ouvrage n'est pas forcément simple, mais c'est surtout que je ne suis pas sûr qu'il soit encore disponible. Alors on a publié certains chapitres avec des collègues dans un bouquin qui s'appelle Théorie institutionnaliste de la monnaie, mais c'est le livre d'Aglietta Orléans qui s'appelle La violence de la monnaie, où on parle de monnaie et de finance et on fait référence à l'histoire et aux crises. Et moi, en tout cas, c'est un ouvrage qui m'a vraiment impressionné. Alors on peut le trouver en bibliothèque, hein, mais il est un peu cher dans les éditions originales. Hein. C'était paru aux presses universitaires de France. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Maintenant, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Ludovic, de t'être prêté à cet exercice. Je pense que pour une fois, on a réussi à tenir les temps, ce qui est absolument formidable. Merci à vous d'avoir suivi ce 4e épisode. Le 5e ne devrait pas tarder. Et je vous dis donc à la prochaine pour un autre épisode du podcast Réflexion et Résonance. Merci, Ludovic.